alors comme il se doit à déclaration. Voilà, pardon, j'ai été trop vite peut-être, hein. Voilà, au moins 2 secondes. Donc nous commençons par les effets métaboliques et sur le poids, qui sont très consistants quantitativement et comparativement aux classes classiques, des effets absolument majeurs. Alors vous avez notamment ici la comparaison de ce qu'on appelle la grande famille des incrétines. Ça a commencé par inhibiteur de DPP4, qui évite la dégradation du GLP-1 endogène. Et puis secondairement, donc, ces agonistes récepteurs du GLP-1, on va dire des analogues de GLP-1, qui agissent comme le GLP-1, mais de façon durable, parce qu'ils ont été modifiés. Alors ici, on a la baisse d'hémoglobine glyquée, vous voyez, qui est très importante en quantité comparativement aux inhibiteurs de DPP4. La baisse de pression systolique de l'ordre de 3-4 mm de mercure, qu'il n'y a pas avec inhibiteur DPP4. La baisse des triglycérides. Sur le HDL, pas d'écart notable. Sur le poids, un écart important. Et on va beaucoup en dire là-dessus, de l'ordre de 3 kg, qu'il n'y a pas avec DPP4. Une légère accélération cardiaque de 2-3 battements par minute qui n'entrave pas le pronostic cardiovasculaire, autant que l'on sache, et une petite baisse du LDL cholestérol. Alors, concernant l'amplitude de la réduction du taux d'hémoglobine glyquée, je commence par ces données de vie réelle. Bien entendu, les grandes études contrôlées ont largement démontré l'effet versus placebo ou versus des comparateurs actifs. Et je vous ai à l'instant comparé aux inhibiteurs DPP4. Ici, dans la vraie vie, eh bien, on arrive assez facilement au-dessus de 1% de baisse d'hémoglobine glyquée, voire 1,6%. Concernant le poids, voilà toute une série d'études contrôlées. Et effectivement, il y a des baisses entre 2 et 3 kg de valeur moyenne de poids, en sachant qu'il y a de très bons répondeurs. J'ai quelques patients qui peuvent perdre 6-7 kg, ici avec le liraglutide, à la dose que l'on donne dans le diabète de type 2. Ça veut dire que l'on titre jusqu'à 1,8 mg par jour. Alors, maintenant, dans la vraie vie, l'effet du liraglutide, ce sont des données d'observation ou sur registre. On atteint également des baisses de l'ordre de 3 kg. Ça veut dire sans avoir mis forcément le prix en termes de conseils hygiéno-diététiques et d'accompagnement du patient. Dans la vraie vie, on a des baisses comparables à ce que l'on voit dans les études contrôlées. On peut retenir cette moyenne de baisse de 3 kg. Qu'en est-il vis-à-vis du challenger, je vais dire, inhibiteur du SGLT2, et on n'est pas là pour dire inhibiteur SGLT2, c'est pas intéressant, bien sûr que c'est très intéressant, mais il y a des places probablement pour les deux classes thérapeutiques modernes, et ici, en fait, on s'interroge dans cette méta-analyse en réseau. Alors, ce ne sont pas des études face-face, mais un collectif d'études où on a testé l'un, liraglutide, et on a testé l'autre, inhibiteur DPP4. Et vous voyez à droite l'amplitude de baisse d'hémoglobine glyquée. Il n'y a pas photo. La baisse d'hémoglobine glyquée, elle est beaucoup plus consistante, de l'ordre de 1,2-1,4%, alors qu'on est plutôt à 0,6-0,7% de baisse avec inhibiteur du SGLT2. Alors, si on revient sur le poids, on sait, avec tous les médicaments de l'obésité, que plus on est gros au départ, plus on perd de poids. Et c'est vrai, on retrouve cette tendance ici dans une population de diabétiques de type 2. Quand l'IMC est inférieur à 35, on a des baisses jusqu'à 2,7 pour kilogramme, sous la dose maximale de liraglutide, 1,8 mg. On perd 2,7 kg, tandis que quand l'IMC de départ est supérieur à 35, on perd 4,4 kg. Et ça, c'est vrai dans tous les essais de médicaments de l'obésité. Alors, un médicament qui est à notre disposition en France dans le diabète et que l'on peut utiliser dans certaines conditions dans l'obésité en France, mais non remboursé pour l'obésité. Et je souhaite que ce médicament arrive en Tunisie et en Afrique du Nord parce que les résultats sont majeurs. Hein. Ici, il ne faut pas confondre. Ce sont des obèses, ce ne sont pas des diabétiques. Et dans l'obésité, avec la même restriction énergétique, on perd plus de poids que quand on est obèse diabétique. Pour différentes raisons, on en parlera si vous voulez.
Et vous voyez notamment pour chaque pavé, par exemple sur la pression systolique, les répartitions de patients selon qu'ils ont perdu moins de 5%, 5 à 10%, 10 à 15%, plus de 15%. Plus de 15%, la moitié de la population de cette étude a perdu plus de 15%. Ça veut dire 15 kilos. C'est impressionnant. Eh bien, vous voyez aussi que plus on a perdu de poids, plus la pression systolique s'est abaissée, la pression diastolique s'est abaissée. Le non-HDL cholestérol s'est abaissé, les triglycérides sont abaissés. C'est très lié à la perte de poids. Donc, ces médicaments de l'obésité sont une vraie classe thérapeutique qui est utile dans le diabète type 2 et qui est utile dans l'obésité par elle-même. En parallèle, petite baisse de pression systolique qu'on met sur le compte de la perte de poids, mais également d'effets rénaux liés à cette classe thérapeutique. On a de l'ordre de 2 à 3 mm de mercure de baisse de pression systolique, mais dans l'ensemble des études, si on va voir des bénéfices effectivement, ce n'est pas à mettre sur le compte de cette petite baisse de pression systolique. Alors maintenant, on en arrive aux effets cardiovasculaires spécifiques. Y a-t-il des données spécifiques qui vont permettre de nous dire que ce sont des effets propres, indépendants de la perte de poids, voire indépendants du métabolisme? Il y a quelques données. On va dire qu'on est dans le pléiotropisme, comme avec les statines, comme avec les bloqueurs du système réninien-angiotensine. Eh bien, du côté droit, vous avez les effets globaux de ces analogues du GLP-1 et un point fondamental, l'effet sur le cerveau. On réduit l'appétit, on renforce la satiété, on mange moins, et on mange moins aussi parce qu'il y a un ralentissement de la vidange gastrique avec cette classe thérapeutique. Donc, on perd du poids. On a des effets sur le pancréas, réduction du glucagon, augmentation de l'insulinosécrétion. C'est comme ça que ça agit et ça va largement améliorer la glycémie. Et puis d'autres effets, et notamment, on se reporte sur le côté gauche, où on voit la cible cardiaque et la cible vasculaire. Sur la cible cardiaque, bon, tout a été montré de façon plus ou moins stricte, mais dans l'ensemble, ce sont les messages qui sont retenus. Vous voyez, cette grande revue Drucker et qui a renouvelé récemment la revue qui s'enrichit. On a des effets favorables sur le cœur, on va en dire un mot. On a des effets favorables sur le vaisseau et globalement, on va dire, on renforce le potentiel de vasodilatation, on stabilise la plaque, on réduit l'inflammation, on améliore la fonction endothéliale et aussi un effet anti-agrégant plaquettaire qui a été rapporté. Alors, voyons donc quelques études basic research, recherche expérimentale. Ici, la souris déficiente en ApoE, un modèle d'athérosclérose expérimentale. Et on a des souris qui mangent CHO, leur alimentation normale. Vous voyez légère progression du poids quand elles prennent de l'âge. Vous avez en noir la courbe la plus haute qui est les souris auxquelles on donne à manger une diète occidentale, et elles adorent, le lard notamment, et elles prennent beaucoup de poids. Les souris qui mangent cette diète occidentale et à qui on donne du liraglutide ne prennent pas de poids, elles sont dans le pavé du bas, comme si elles avaient mangé une diète normale, donc liraglutide est très efficace sur le poids. Et on va voir qu'est-ce que ça donne sur le développement des plaques. Il y a un petit peu de plaques chez ces souris qui ont leur alimentation normale. Il y a beaucoup de surface de plaques sans traitement, vehicle, quand on leur donne la diète occidentale. Elles développent beaucoup de plaques. Et ces souris qui mangent la diète occidentale et à qui on a donné du liraglutide, eh bien, elles ont moins de plaques. Elles sont entre les deux. Donc, on a réduit le développement des plaques. Et le dernier groupe, c'est un groupe de souris qui a mangé la diète occidentale, mais qui n'a pas grossi. Donc, elle a le même poids que si elle avait été traitée par liraglutide. Elle a développé des plaques. Comment on interprète ça? En disant qu'on a un effet anti-athérosclérotique. Est-ce qu'il est spécifique? Probablement oui, parce qu'il est indépendant du poids. Et probablement oui, parce qu'il n'y a pas eu de baisse du cholestérol, il n'y a pas eu de modification des lipides, on n'a pas d'autres stigmates sur le plan métabolique. Par contre, si dans ce même modèle, on étudie l'inflammation, ce sont des données là in vivo sur du sang prélevé, on voit que le TNF-alpha a baissé,
l'interféron gamma abaissé, l'ostéopontine abaissée, on a des marqueurs d'inflammation qui sont réduits. Et donc l'hypothèse est effectivement qu'on limite le développement des plaques grâce à un effet favorable sur l'inflammation et aussi des effets antioxydants notamment. Alors sur l'infarctus expérimental, on a ces données chez la souris. L'infarctus est moins étendu dans le groupe traité par liraglutide, moins de rupture cardiaque dans ce modèle. Et puis, on revient sur le vaisseau, l'endothélium, ici le vaisseau périphérique, mais chez des diabétiques de type 2 coronarien stable. Alors, on a fait une manip un peu compliquée là. On a le sérum salé et on a sous-clan. Clan, ça veut dire qu'on perfuse de l'insuline. Et delta FMD, forearm mediated dilation, c'est la réponse vasodilatatrice post-ischémique qui permet d'interroger l'endothélium. On passe de 2 à 3,1. L'insuline induit cet effet favorable sur l'endothélium. Mais à droite, avec le même clan, quand on a injecté du GLP-1, on voit que la réponse endothéliale s'est terriblement majorée. Donc on améliore la fonction endothéliale. Et en bas, le contrôle, c'est la nitroglycérine. On n'a pas d'effet sur la musculature lisse. Donc, bénéfice sur la fonction endothéliale, et ça a été montré par plein d'autres études. Maintenant, le patient qui a fait un infarctus, un groupe traité par placebo, un groupe traité par liraglutide. Après 3 mois de traitement, on observe une amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc, des données ici favorables sur le vaisseau, sur le cœur. Alors bien sûr, on est en droit d'attente du bénéfice et les essais de sécurité cardiovasculaire, vous savez, ont été développés pour démontrer la sécurité, mais finalement, au-delà, on attend un effet bénéfique et c'est ce qui a été largement montré, notamment avec l'étude LEADER, près de 10 000 patients avec 2 contingents, un de prévention primaire, un de prévention secondaire, et on compare donc liraglutide versus placebo. Et le résultat est éblouissant, avec sur le MACE, 3 points à gauche, une réduction de 13% des événements, à droite, et pour la première fois en diabétologie, avec un médicament du diabète, réduction de 22% de la mortalité cardiovasculaire. Autre point à noter, c'est le moment de divergence des courbes. On est vers 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement que les effets anti-athérosclérotiques rendent compte, pour l'essentiel, de ce bénéfice. Alors qu'avec un inhibiteur de GLT2, vous verrez des choses arriver plus tôt, par baisse de la volémie, je pense surtout. Donc ici, c'est très cohérent avec les effets anti-athérosclérotiques. Qu'en est-il sur le microvasculaire? Sur un critère composite dans LEADER, il y a effectivement une réduction de 16% des événements microvasculaires. Sur la rétinopathie, pas grand-chose. Sur la néphropathie, évaluée sur le critère d'évolution vers la macroprotéinurie, il y a une réduction significative de 26%. Par contre, il n'y a pas d'effet bénéfique sur les critères durs d'insuffisance rénale terminale, de traitement de substitution, etc. Donc, c'est efficace sur le passage à la macroprotéinurie, mais moins puissant sur le critère rénal que l'on voit avec les inhibiteurs de SGLT2. Alors, si on revient maintenant sur les cibles cardiovasculaires, ici, ce sont des méta-analyses qui ont comparé les deux classes. Avec agonisme du GLP1, analogue du GLP1, vous voyez qu'on remplit toutes les cases, tout est significatif, infarctus, AVC, mortalité cardiovasculaire, mortalité totale. À droite, on manque une case, on manque les AVC. Voilà, il n'y a absolument pas de tendance favorable vis-à-vis des AVC, pour des raisons peu claires d'ailleurs, mais enfin c'est ainsi et c'est très cohérent dans les méta-analyses. Après, il faut avoir une lecture de ces données a posteriori, post-hoc, qui ont été bien sûr préspécifiées, d'une lecture des deux contingents. Je vous ai dit de prévention primaire, prévention secondaire. Oui, mais attention, qui est en prévention secondaire? Quelqu'un qui a fait un infarctus ou un AVC, ok. Mais quelqu'un qui a une maladie athérosclérotique démontrée, de l'athérome carotidien significatif, une artérite, mais asymptomatique, qui n'a pas fait les événements durs, est aussi athérosclérotique. Et à ce moment-là, regardez par exemple le pavé en haut à gauche, c'est le MACE, avec ces 3 sous-populations. Quand il y a les facteurs de risque, c'est la prévention primaire, ce sont les 2 courbes en bas grises, pas d'effet du liraglutide sur les événements à ce moment-là. Ça va dans le bon sens, mais pas d'effet significatif. Maintenant, dans le bleu, c'est en haut,
ce sont les patients qui ont fait déjà un infarctus ou un AVC. L'écart est très significatif, réduction de 15%. Et à droite, si on regarde la mortalité, ça marche très bien aussi, réduction de 20%. Et puis entre les deux, il y a la population qui a la maladie athéromateuse asymptomatique. Eh bien, ça marche aussi, quel que soit le critère de jugement cardiovasculaire. Donc, j'attire l'attention là sur le fait qu'il y a la maladie que les cardiologues connaissent bien, le patient a parlé, la maladie a parlé, mais quand elle n'a pas parlé, elle est subclinique, on est quand même dans la maladie athéromateuse. Et une lecture complémentaire de ça, c'est de se dire, il n'y a pas d'atteinte vasculaire, ce sont les courbes en bleu clair, pas d'effet vraiment du liraglutide. Par contre, les deux parties supérieures, il y a un vaisseau atteint ou il y a plusieurs vaisseaux atteints, et là, ça marche très bien. Même avec un vaisseau atteint, ça marche très bien. Voilà un message fort que je voudrais passer. Quand il y a la maladie athérosclérotique, quel qu'en soit le stade, il faut y aller. Alors, les méta-analyses disent la même chose. On rassemble les études avec agonistes du GLP-1, et vous voyez en bas, quand il y a antécédent cardiovasculaire, on est à gauche du 1, réduction de 14% du MACE. Sans antécédent cardiovasculaire, on est plutôt du bon côté, mais ce n'est pas significatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour prévenir un événement, il va falloir peu de patients quand on est dans la maladie athérosclérotique, énormément de patients quand on est au stade des facteurs de risque, sans démonstration de la maladie athéromateuse. Alors, il y a aussi l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et ça a été regardé dans ces études, et ça va dans le bon sens, réduction de 9% du risque globalement, et notamment leader, vous voyez, ça, on est vraiment du bon côté. Donc, d'après ces données, ça va aussi dans le bon sens sur hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, maintenant, dans ce nouveau monde où vous avez à votre disposition, ici par exemple, liraglutide et d'autre part les inhibiteurs du SGLT2, est-ce qu'on doit réfléchir en termes d'alternatives thérapeutiques l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on doit réfléchir en termes de complémentarité? Ici, c'est pour dire, si on fait un peu la synthèse des cibles de ces deux classes thérapeutiques, vous voyez qu'il y a du rouge à gauche avec GLP-1, ça veut dire grosse efficacité sur la glycémie, sur l'endothélium, sur l'obésité, sur l'inflammation. À droite, avec l'inhibiteur GLT2, il y a du rouge surtout sur la volémie, sur le métabolisme myocardique et peut-être un peu plus sur la pression artérielle. Et puis une autre lecture, c'est aussi ça, qu'il y a le cœur dont je viens de parler, le cœur et les vaisseaux dont je viens de parler, puis il y a le métabolisme. En fait, l'inhibiteur du SGLT2, ça stimule l'appétit, alors qu'agoniste GLP1, ça réduit l'appétit. Cette perte de poids est beaucoup plus importante avec agoniste du GLP1. Dans SGLT2, c'est dû surtout à la glycosurie, donc perte d'énergie, et aussi un petit peu de diurèse, du moins au début. Je ne vais pas trop m'aventurer, j'ai quelqu'un qui me regarde d'abord. Maintenant, sur insuline, en fait, c'est un sens opposé. On réduit l'insuline parce que, avec l'inhibiteur GLT2, parce qu'on baisse la glycémie, on réduit l'insuline. De l'autre côté, on stimule l'insulinosécrétion. On augmente le glucagon avec SGLT2 inhibiteur, alors qu'on réduit le glucagon, ça va dans le meilleur sens sur ce plan-là avec agoniste du GLP. Alors, mettons-nous dans cette situation d'association. Prenons des patients qui sont sous inhibiteur du SGLT2 et on va ajouter GLP1. Vous avez à gauche, par exemple, on a ajouté du laglutide. Et vous voyez les rouges, le rouge foncé, le carmin, on a réduit bien plus l'hémoglobine glyquée comparativement au placebo. Avec l'iraglutide, de même, on réduit l'hémoglobine glyquée comparativement au placebo. Et puis en bas, le poids, avec les médicaments actifs, on réduit le poids. Donc, le fait, chez un patient qui est sous inhibiteur de GLT2, d'ajouter GLP1, conserve l'effet bénéfique sur l'hémoglobine glyquée, conserve l'effet bénéfique sur le poids. On est dans le même type d'étude et on regarde la pression systolique, elle s'abaisse quand on ajoute le GLP1. Elle s'abaisse pratiquement de la même ampleur que ce que l'on voyait quand il n'y avait pas de SGLT2 inhibiteur au départ. Donc on conserve aussi l'effet de baisse de tension qui éventuellement vient s'ajouter déjà à la baisse de tension qui avait été induite par inhibiteur du SGLT2. Et maintenant,
Donc ici, c'est un peu la synthèse de tout ça, mais on a un schéma, un design différent. On a mis ensemble et au même moment agoniste du GLP-1 et inhibiteur du SGLT2. Il n'y a aucune recommandation qui dit vraiment de faire ça. Mais si on le fait, c'est intéressant. Vous voyez par exemple l'étude à gauche, canagliflozine, inhibiteur SGLT2 plus liraglutide, perte de 20%, baisse de 20 micromole, enfin une baisse significative de l'hémoglobine glyquée, bien plus ample que sous ISGLT2 seul ou liraglutide seul. Et on a les mêmes tendances dans les autres études. Donc simultanément aussi, et sur l'hémoglobine glyquée et sur le poids, on voit s'exprimer les effets des deux classes thérapeutiques. Et maintenant, sur la pression systolique, de la même façon, la combinaison des deux réduit plus la pression systolique que si on donnait un seul des deux. Alors, inhibiteur GLT2, bien sûr, il y a des effets majeurs sur les cibles cardiovasculaires, et cette méta-analyse la plus importante avec toutes les études rassemblées ici vont dans le bon sens sur le MACE 3 points, mais vous remarquez la même chose qu'avec agoniste du GLP-1. Sur le MACE, ça marche significativement chez les patients qui ont la maladie athéromateuse. S'ils n'ont pas, ils ont donc recruté parce qu'ils ont des facteurs de risque, mais ils n'ont pas, l'effet n'est pas significatif. Donc, même profil qu'on a vu avec agoniste du GLP-1. Du côté droit, sur hospitalisation pour insuffisance cardiaque, pour le coup, ça marche toujours, qui est ou pas antécédent cardiovasculaire. Alors, ici, et c'est la seule étude vraiment sur les événements que l'on va retenir, c'est un registre, ce sont des registres nord-américains, les patients soumis d'abord à agoniste du GLP-1, et on ajoute inhibiteur GLT2 ou un sulfamide, et je dois aller vite, on observe qu'il y a un effet favorable sur le critère composite cardiovasculaire, sur hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, sur une base de GLP-1, le fait d'ajouter inhibiteur GLT2 semble marcher, mais ce sont des données observationnelles, on n'a pas les études randomisées. Alors, je dois terminer rapidement. Vous avez déjà vu ça dans différentes réunions ou symposia ici même. Vous avez ce schéma ADA 2023, où on dit, en premier lieu, vous avez un diabétique type 2, regardez son statut cardiovasculaire. Si c'est oui, on va voir. Si c'est non, du côté droit, eh bien, si c'est oui, bien sûr, quand on est dans la maladie athérosclérotique ou quand il y a des indicateurs de haut risque, vous voyez très largement la place des agonistes du GLP-1 ou éventuellement inhibiteurs du SGLT2. Quand il y a insuffisance cardiaque, c'est inhibiteur du SGLT2. Quand il y a maladie rénale, c'est surtout inhibiteur du GLT2, en sachant que GLP-1 est en réserve en cas d'intolérance notamment ou de contre-indication aux inhibiteurs du SGLT2. Alors, de l'autre côté, il n'y a pas de maladie athérosclérotique ni rénale. Eh bien, on se concentre sur la glycémie, et là, on voit quoi? Les médicaments très efficaces sur la glycémie, ce sont les agonistes du SGLP1. C'est ça que l'on met en premier lieu. Du côté droit, sur le poids, qu'est-ce qui est très efficace? Ce sont les agonistes du GLP1. C'est ça qu'on met en premier lieu. Et dernière recommandation ESC 2023, très cohérente avec cette attitude. On est dans la maladie athérosclérotique et il y a de façon privilégiée place pour ces deux nouvelles classes thérapeutiques. Ou bien on est dans le haut risque ou le très haut risque parce que le score est élevé ou bien il y a une atteinte d'organes cibles. On a metformine là, mais ces nouvelles classes ont tout à fait leur place. Et dans la recommandation française que j'ai coordonnée, où on évalue le risque coronarien des diabétiques de type 2, on a d'emblée des patients dans du très haut risque parce qu'il y a la macroprotéinurie, l'insuffisance rénale sévère, ou bien du haut risque. Quand ils sont dans le très haut risque, ils doivent avoir ces traitements. Quand ils sont finalement, secondairement, dans le très haut risque, parce qu'on a fait le score de classification coronaire qui met en évidence l'athérome coronaire, à ce moment-là, il y a aussi place pour ces traitements. Donc, c'est ce que l'on a exprimé ici. Très haut risque, il faut ces traitements. Et donc, j'arrive juste, comme il faut, à la dernière idée, mais que je ne vais pas développer. Bien entendu, on a ça en tête. Il n'y a plus qu'à implémenter, mettre en place ces choses-là. Et donc, c'est dans un discours, un échange entre diabétologues, cardiologues, néphrologues nouvellement, pour effectivement dire ce patient est dans cette classe de risque, il a la maladie, oui ou non, et de partager ça pour attribuer la bonne classe thérapeutique. Voilà, merci pour votre attention.